Hop, et du coup, peut-être on peut commencer par une petite présentation individuelle, Aurel et Aurélien, et ensuite enchaîner sur la présentation de Kowat. Ça marche. Donc moi, je m'appelle Aurèle, je suis animatrice chez Réci, qui est le réseau régional de l'énergie citoyenne, donc l'homologue de Gautier en Pays de la Loire. Chez Réci, on accompagne Cowatt sur un certain nombre de missions. Et puis du coup, je vais laisser Aurélien se présenter. Oui, merci Aurel. Bonjour à tous. Moi je suis Aurélien, je suis membre du comité de direction de COWAT. Comme on vous l'expliquera tout à l'heure sur le fonctionnement, le comité de direction c'est l'organe exécutif de COWAT. Voilà, j'y suis depuis maintenant 3 ans, je crois. Du coup, ce que je voulais vous proposer avec Aurélien, c'est de vous présenter Coat comme on le présente à des nouvelles communautés qui arrivent dans Coat ou alors qui se posent la question d'y rentrer. Et donc, on a un format qui s'appelle Bienvenue dans Coat, qui présente un peu l'histoire de Coat et l'organisation. Cette présentation, hop, pourquoi ceci ne pas c'est pour ça. Hop là. L'idée, c'est de se dire que pour comprendre Coat aujourd'hui, on vous propose de faire un détour pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé à créer Coat tel que ça existe aujourd'hui, en prenant l'exemple de 4 amis qui rêvent d'aller au Mont-Saint-Michel. Ces 4 amis ont décidé d'utiliser un véhicule pour aller au Mont-Saint-Michel. C'est la 206 de Monique. Et ils ont décidé de covoiturer parce que Monique s'y connaît en mécanique en cas de panne. Théo n'avait pas assez d'argent pour y aller tout seul, donc ça l'arrange de mutualiser avec les autres. Anna ne voulait pas conduire plus de 2 heures d'affilée. C'était trop pour elle en termes d'engagement de temps. Benjamin, lui, il connaît bien la destination et il aime partager ses connaissances avec les autres. Mais ils savent que covoiturer, ça requiert aussi un effort parce que Monique, elle est un peu têtue et elle veut absolument choisir le trajet. Elle refuse de passer par l'autoroute pour donner de l'argent à Vinci. Théo, il prend pas vraiment sa place, il passe son temps à roupiller, il prend pas le relais pour conduire. Du coup, les autres, ça les énerve parce qu'il fait pas ses actions. Euh, Anna, elle en peut plus, il y a trop de bouchons. C'est trop compliqué d'aller au Mont-Saint-Michel. Et donc, elle menace de faire demi-tour. Et Benjamin, lui, il aimerait bien faire des détours et visiter le pays parce qu'après tout, il y a tellement de choses à faire plutôt que d'aller directement au but final. Mais malgré tout, ils sont conscients des avantages du covoiturage et ils décident d'accepter les compromis pour faire ensemble le trajet. Et ils finissent par arriver au Mont-Saint-Michel. Vous me voyez venir avec ma métaphore. On peut très bien changer la destination, les passagers et le véhicule et ça nous donne ça. On a 4 collectifs qui rêvent d'un modèle de production d'énergie solaire et citoyenne. Donc là, les 4 collectifs que vous voyez là, c'est ces 4 collectifs qui existent, ces 4 collectifs qui font partie aujourd'hui de Coat. Et ils ont décidé d'utiliser le véhicule juridique le plus adapté pour effectuer ce trajet, qui est la SAS Coat, qui porte chacun des projets. Et ils ont décidé de co-toiturer avec Coat parce que les membres du collectif What Else se sentaient pas d'aller défendre tout seuls leur projet auprès des banques. Le fait d'avoir de la mutualisation de projets au sein de la SAS Coat, ça les rassurait pour aller voir les banques, ça rassure les banquiers. Le CSL, eux, ils n'arrivaient pas à trouver un modèle économique parce que les coûts de gestion, ça leur coûtait trop cher. Et ils voyaient bien que si la mutualisation des coûts à l'échelle de plusieurs centrales permettait d'avoir un modèle économique qui
tenaient la route. Minawatt, eux, ils n'avaient pas le temps pour tout commencer de zéro. Ils avaient besoin qu'on leur donne déjà de l'info, qu'on leur donne un chemin à suivre, qu'on leur donne des étapes à franchir pour les aider. Et Sotersi, ils avaient besoin des retours d'expérience des autres collectifs pour se sentir en confiance. Tout seuls, ils avaient un peu peur d'y aller. Mais ils savaient qu'ils allaient aussi devoir faire des efforts parce que Coat, c'est une SAS qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles et que pour que ça marche, toute cette belle mécanique, il faut que chaque membre de chaque communauté, qui sont donc les groupes qui constituent Coat, participe aux différentes équipes. Je vous montrerai après ce que c'est les équipes dans Coat. Et donc, les membres de Wattels ont rejoint l'équipe souscription de Coat pour suivre leur collecte financière. Le CSL, ils ont retravaillé leur projet pour atteindre le seuil de rentabilité minimum qui est défini par Coat. Parce que quand on fait quelque chose en commun, il faut que aussi les objectifs soient communs. Et donc, il y a demandé par Coat des seuils de rentabilité. Un des membres de Minawatt a rejoint le comité de pilotage pour faciliter les relations avec son collectif. Et Sotersi, eux, ils ont fait valider leur projet lors d'une réunion de coordination des communautés Coat. Et donc, potentiellement, dans ces réunions de coordination, on arrive avec un projet. Et en fait, quand on repart, il faut le retravailler un petit peu. Donc, ça demande des efforts supplémentaires. Mais ils sont quand même conscients des avantages de faire ensemble. Et donc, ils ont accepté de faire des compromis. Et à la fin, tout le monde est heureux. Cette photo est lors d'une réunion annuelle qui s'appelle Coat en fait. Il y a un moment où tous les collectifs se retrouvent pour partager un peu ce qui s'est passé dans l'année et puis faire des perspectives sur l'avenir. Voilà. Mais du coup, vous devez vous dire, parce que je sais que Coat est une spécificité en Pays de la Loire, c'est pas le cas, ça n'existe pas partout en France. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal de collectifs qui se posent des questions sur comment mutualiser entre collectifs ou comment regrouper des coopératives d'énergie. En Pays de la Loire, le chemin, il s'est fait dans le sens inverse. En fait, il y a eu, à partir de 2015, un démarrage de la réflexion par deux associations qui s'appellent Alizé et Élise. C'est des associations d'accompagnement actives sur 3 départements de la région Pays de la Loire. Et l'idée, c'était de créer une structure commune à l'échelle régionale pour porter à l'époque des petites centrales sur des toitures particulières, regroupées en communautés. L'idée, c'était de dire on fait des petites communautés un peu partout pour mettre des toitures sur les toits des particuliers. Ça a abouti au financement d'un poste salarié pour développer la structure et du coup, la signature des statuts de Coat est apparue en 2017, donc l'année prochaine, ce sera les 10 ans d'existence de Coat. Et donc, depuis tout ce temps, la structure s'est développée, s'est étoffée, s'est aussi autonomisée beaucoup, puisqu'au début, on voit qu'il y avait le portage d'un poste salarié pour accompagner. Aujourd'hui, il n'y a plus de poste salarié porté pour accompagner Coat. Il y a un bout de poste porté par Récit. Donc, moi, j'ai un peu de temps pour accompagner Coat, mais Coat est totalement autonome dans sa gestion. Nous, on ne met pas notre nez dedans. Et je voulais vous dire autre chose, je sais plus. Oui, et les types de projets ont changé aussi. Parce que assez rapidement, avec les évolutions réglementaires, faire des petits projets, ça ne marchait plus. Donc plus ça va, plus comme pour l'ensemble des projets citoyens, on fait des projets de plus en plus gros. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant quand on voit les dernières actualités réglementaires. Et donc, les grands objectifs de Coat, c'est de créer plein de petits collectifs citoyens qui s'appellent donc des communautés, qui équipent des panneaux en toiture, mais pas seulement des panneaux. Aujourd'hui, il y a aussi des ombrières qui voient le jour. Il y a la participation dans des parcs au sol. Donc, pour produire une énergie renouvelable, générer des retombées locales et puis pouvoir continuer à faire fonctionner la structure et aussi sensibiliser le territoire à la transition écologique. Donc, pour tout ça, il y a de la mutualisation des coûts qui est permis par la SAS. Il y a aussi plein de documents qui sont mis en commun. Vous allez voir juste après. Et puis, il y a une implication bénévole qui est forte. Et comme je vous le disais, il n'y a pas de salariat aujourd'hui dans Coat. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas un jour, mais pour le moment, tout est fait par des bénévoles. Et donc aujourd'hui, ça donne ça. Il y a 29 communautés, 25 centrales en production.
26 même aujourd'hui. Ça date du dernier Coat en fait, et depuis, il y a une nouvelle centrale qui est entrée en production il n'y a pas longtemps, là, qui est la première en ACC pour Coat. Et voilà, après, vous voyez les chiffres. Et du coup, pour que tout ça fonctionne, il faut que ça soit organisé. Et donc, l'organisation de Coat, elle est basée sur des outils et une méthodologie en commun. En fait, il y a un document là que vous voyez qui s'appelle le kit de survie, qui explique étape par étape tout ce qu'on doit faire pour faire son projet en toiture. Donc, il sera certainement amené à évoluer si les projets de Coat évoluent, mais comme jusque-là, c'était beaucoup de projets en toiture, c'est comme ça que c'était fabriqué. Et il y a un cloud qui est partagé par toutes les communautés où tout le monde a accès à la boîte à outils pour les communautés. Il y a, dans le dossier Coed communauté, chaque communauté a un dossier qui lui est propre, qui permet aux différentes équipes d'aller chercher les infos s'ils en ont besoin et aux communautés d'ajouter les infos au fur et à mesure. Et donc, on peut retrouver toutes les infos sur ce cloud. Et ensuite, donc, il y a une gouvernance qui est bien définie. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de communautés. Les communautés, elles sont ici. C'est le cœur du réacteur. Les communautés, elles développent leurs projets. Elles sont autonomes, elles n'ont pas de statut juridique obligatoire, c'est-à-dire que ça peut être des collectifs informels, ça peut être des associations. C'est comme elles veulent. Elles développent leurs projets et elles sont aussi partie prenante des différentes instances. Donc, par exemple, elles peuvent participer, et autant que possible, on leur demande de participer aux différentes équipes que je vais vous présenter juste après, ou aux différents GT. Elles peuvent également avoir des membres qui deviennent membres du COPIL, voire membres du CODIR. Et donc, les communautés, elles ont des espaces d'échange. Le premier espace d'échange, c'est ce qu'on appelle les coordos, donc c'est des réunions de coordination. Elles rassemblent les communautés pour pouvoir échanger sur leur projet. Donc, au tout début de leur projet, elles peuvent rentrer dans la réunion de coordination de leur département. Il y en a essentiellement 2 départements qui animent des réunions qui sont très actifs, et un petit peu moins. Et les autres, ils se mettent sur les réunions qui sont les plus proches de chez eux. L'idée, c'est vraiment que ça soit un espace d'échange, de pouvoir poser des questions, de pouvoir se nourrir des retours d'expérience des autres communautés qui ont déjà fait des projets. Et c'est aussi un espace de validation en fin de phase de préfaisabilité. Pour pouvoir passer en phase de développement, il faut que ce soit validé par leur coordination avec un certain nombre de critères à respecter et un membre du COPIL qui est invité dans ces cas-là pour valider qu'on respecte bien tous les critères de cohorte. Et ça, c'est des espaces d'échange très importants et qui permettent vraiment aux communautés de monter en compétences tout ensemble. Et ensuite, les communautés, elles vont avoir également des échanges avec le COPIL. Elles vont pouvoir aller, soit si elles ont des problématiques particulières sur leur projet, aller demander des validations au COPIL, soit en fin de phase de développement. Une fois qu'elles ont bien tout cadré leur projet, elles passent en COPIL pour faire valider le projet et commencer à développer les fonds. Et puis elles participent évidemment à l'AG. Voilà. Peut-être Aurélien, tu veux rajouter quelque chose sur cette diapo? Peut-être clarifier en fait un peu quels sont les organes de décision et puis d'exécutif, comme Voilà. je disais. Ah bah tu Ouais. les as, d'accord. Ouais, vas-y, bah, du coup, je te laisse expliquer là. Ouais, ok, d'accord. Donc, du coup, pour être bien clair, donc Coat, hein, c'est une SAS, c'est une société par action simplifiée, donc avec des actionnaires, mais qui sont du coup les communautés et puis leur entourage qui finance les projets. Voilà. Et puis, du coup, comment fonctionne du coup la société? Donc, on a en haut à droite les instances de décision, donc le COPIL et le CODIR. Donc, le COPIL, c'est vraiment là où se prennent, donc, comme tu l'as dit, Aurel, toutes les décisions. Type de décision, par exemple, c'est on a une communauté qui nous amène un nouveau projet. Donc, en phase de développement, elle passe en comité de pilotage, donc une réunion tous les mois dans laquelle elle présente son projet et puis elle présente, on regarde beaucoup la viabilité économique du projet pour prendre la décision
pour prendre la décision d'investissement. Voilà. Bon, il y a plein d'autres choses qui sont décidées en comité de pilotage également, et ces décisions, ensuite, elles sont appliquées par le comité de direction, qui est du coup à droite sur la planche du COPIL, qui est du coup l'organe exécutif. C'est la mise en œuvre, c'est là où on va signer les devis, par exemple. Voilà. On va faire la paperasse, mais sur décision du comité de pilotage, qui du coup, comité de pilotage, qui sont des membres élus à l'Assemblée générale tous les ans. Voilà. Ensuite, donc là, au quotidien, la société, elle fonctionne avec des équipes qui sont indiquées ici. Donc il y en a 5. Une équipe gestion qui gère tous les aspects financiers, économiques, payer les factures, par exemple, les relations avec les banques, les relations avec les assureurs. Une équipe exploitation qui, elle, du coup, assure le suivi de la production des centrales, qui a pour mission de détecter les problèmes qu'il y en a, de s'occuper de la maintenance préventive, tout ça. L'équipe souscription, elle gère du coup les entrées de nouveaux actionnaires. Voilà, c'est elle qui s'occupe de ça, d'ouvrir en fait les campagnes de souscription sur le site Coat, et donc de permettre à des nouveaux investisseurs ou à des gens qui veulent investir dans un projet de pouvoir le faire. Une équipe communication qui fait la communication comme son nom l'indique, et puis une équipe de stratégie qui, elle, du coup, a vocation à réfléchir à le devenir de Coat à moyen long terme, et du coup avec quand même pas mal de sujets actuellement, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Et donc les équipes, ce sont des groupes qui ont vocation à durer dans le temps. Et puis de temps en temps, on a des besoins plus ponctuels. Et donc là, on met en place des groupes de travail qui du coup travaillent sur un sujet défini, sur un temps défini, voilà, pour répondre à une question en particulier. Par exemple, tous les ans, on met en place un GT Coat en fait, puisque c'est notre grand temps, notre temps fort de l'année où on se retrouve, et on parle notamment en stratégie et futur. Et voilà. Et comme c'est une communauté différente, un lieu différent tous les ans, c'est des gens différents, donc on crée un nouveau GT tous les ans. Voilà sur, ouais, je pense, les instances, le fonctionnement de la société. Est-ce que tu vois des choses à ajouter, Aurèle? J'ai fait une question dans le chat qui demande si les coordonnateurs départementaux sont élus. Non, en fait, la coordination, c'est vraiment une réunion d'échange. Toutes les communautés du département peuvent venir. Ils peuvent venir à autant de membres qu'ils veulent. S'ils ont envie de venir à 5, ils viennent à 5. C'est pas un. C'est pas, comment dire, cadré avec un représentant de chaque communauté. Et peut-être ajouter sur ça, sur le process, en fait, ce qu'il y a dans notre code du service, c'est que typiquement, le fonctionnement, c'est du coup une communauté, un collectif identifie une potentialité de projet. Donc, ces potentialités de projet, on leur demande voilà, de réfléchir un peu à la faisabilité, et les éléments de faisabilité sont proposés d'abord en comité de coordination. Et c'est le comité de coordination qui va du coup décider de passer le projet en développement, autoriser le développement. Et donc là, ça veut dire qu'on va mettre en place, on va commencer à apporter un peu de ce soutien financier. Coat va apporter un peu de soutien financier via le financement d'un assistant technique à la communauté, qui est quelqu'un qui a une expertise et qui va pouvoir accompagner la communauté sur la réalisation des études techniques et de viabilité économique. Et une fois que tout ça c'est fait, et puis aussi les demandes de raccordement, le bail, tout ça. Et une fois que ça c'est fait, du coup, ce dossier-là, il est porté en copile. Et du coup, si tous les éléments sont favorables, s'il y a possibilité de raccordement à un coût raisonnable, s'il y a une viabilité financière, si techniquement c'est faisable, si l'hébergeur est OK, du coup, tous ces éléments sont présentés en comité de pilotage. Et derrière, il y a la décision d'investir dans le projet. Donc, une campagne de financement qui est ouverte et la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service. Voilà, pour positionner le. Ah voilà, ok. Voilà, c'est pour ça qu'on ne voyait plus mon écran parce que j'étais en train d'ouvrir un autre document. Ça, c'est un extrait du kit de survie qui reprend ce que vient de dire Aurélien, effectivement. Les grandes étapes en fait d'un projet COAT. Et donc, du coup, effectivement, il y a l'analyse de faisabilité, la validation en coordo qui permet de débloquer de l'argent par COAT pour lancer une prestation ATC, ensuite toute la phase de développement, et puis là, la validation en copile pour ensuite faire
le chantier et l'exploitation. Alors, il y a une autre question qui dit « Je m'interroge sur le rôle de Récit dans le projet. J'ai cru voir Aurel dans différentes équipes et qu'il y a des conventions. » Oui, on a une convention entre Coat et Récit. Donc, nous, chez Récit, on a 30 jours par an pour accompagner Coat, qui est réparti sur différents animateurs, parce qu'on a des animateurs départementaux qui animent les réunions de coordination, et moi qui ai un petit peu plus de temps plutôt pour accompagner sur différents sujets. Donc là, par exemple, effectivement, je suis en ce moment dans l'équipe com et dans l'équipe stratégie, parce que c'était deux équipes où il y avait du boulot. Moi, j'avais de la compétence pour accompagner, mais ça ne veut pas dire que c'est pérenne dans le temps. Peut-être à un moment donné, l'équipe com, ils viennent totalement autonomes et moi, je m'en vais, par exemple. On remet ça tous les ans sur la table, de réfléchir un peu au sujet accompagné par Récit. Récit est également présent à notre comité de pilotage, alors sans droit de vote, mais c'est un membre qui est invité, qui est toujours un avis ou donne un avis toujours intéressant à écouter, quoi. Et après, moi, souvent, je participe aussi à l'organisation de Coat, en fait, parce que ça arrive régulièrement qu'on le fasse en commun avec nos journées, nous, annuelles. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je n'ai pas plus de présentation type que ce que je vous ai présenté là. Le but, c'était plutôt de pouvoir être en... Et alors, oui, est-ce que c'est une action de Coat que Coat finance en partie? La question, c'est est-ce que c'est Coat qui finance la participation de Récit? Si c'est ça la question, c'est non, c'est financé sur nos financements ADEME dans la ligne animation de la dynamique Grappe TV. Et après, Coat nous finance aujourd'hui la gestion plutôt administrative du courrier. Ouais, je prends la parole, c'est plus facile, mais merci Ouais. pour les précisions. En fait, la question derrière, c'est on en parle beaucoup avec les OTC, etc., avec l'énergie partagée, mais le financement d'un poste salarié pour une coopérative citoyenne, là, il y a de la mutualisation et j'observe bien les effets, hein. On voit le dynamisme de Comat, c'est génial. Il n'y a pas de salariés. Et donc, la question derrière, effectivement, c'est est-ce que on arrive quand même à dégager un peu de financement avec tous ces projets mutualisés pour avoir un poste qui pourrait permettre différentes actions, ou est-ce que le bénévolat, ça suffit? Et après, du coup, c'est une question à plus long terme, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques d'essoufflement, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour empêcher ça? Excellente question, hein. C'est vraiment des questions qui sont totalement dans l'actualité de Coat, qui reviennent régulièrement, sur lesquelles on réfléchit toujours. Donc aujourd'hui, effectivement, Coat n'a pas de salariés, malgré le fait que Coat est une société qui est du coup rentable, viable économiquement. On fait à peu près quelques dizaines de milliers d'euros de bénéfices, et puis c'est en augmentation depuis maintenant quelques années. Donc quelques dizaines de milliers d'euros de bénéfices, c'est bien, mais c'est encore un peu juste, enfin en tout cas pour une partie d'entre nous dont je fais partie, pour se dire qu'on finance un salarié avec ça. Parce que il y a quand même une vraie tension dans la société aujourd'hui entre d'un côté se dire que on aimerait bien consolider, sécuriser le fonctionnement, peut-être en s'appuyant sur des gens, des salariés, mais en même temps, les raisonnements, c'est un salarié, en fait, ça, faut l'encadrer. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui aient du temps pour ça. Donc, est-ce que, si on va pouvoir confier des tâches, mais en fait, ça fait aussi des tâches en plus. Donc, c'est pas, voilà, le rapport coût-bénéfice est quand même bien à réfléchir. Et puis également, qu'est-ce qu'on lui confie comme tâche? Et puis, du coup, c'est salarié, forcément, il faut le payer. Et du coup, par rapport à la promesse de Coat envers ses actionnaires, hein, quand on va chercher du financement, quand même, on dit aux gens, voilà, vous investissez dans un projet qui a du sens, et puis en plus, ça va vous rapporter un peu d'argent
Et on parle de taux de rémunération typiquement un peu supérieur au livret A, quoi, des choses comme ça. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, il faut concilier tous ces enjeux, tous ces objectifs, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, c'est une réflexion qui est toujours en cours. L'année dernière, on avait pu échanger avec des structures qui ont des salariés dans le sud de la France, là, qui ressemblent un peu à Coat, des centrales villageoises, et puis une structure à Grenoble dont j'ai oublié le nom. Ce qui était intéressant, hein, c'est que c'est des structures dont les salariés, en fait, ils ont fait les choix de ne pas avoir des salariés pour aider à la gestion, mais plutôt pour promouvoir et s'assurer qu'il y a toujours une dynamique bénévole. Donc c'est peut-être c'était une leçon intéressante pour Coat. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, je vous ai donné quelques éléments sur le sujet. N'hésite pas à ajouter des choses si tu le souhaites. Du coup, sur la partie salariée, nous, on accompagne Coat dans les réflexions. Ça pourrait être, par exemple, s'il y avait un poste qui se met en place, ça pourrait, par exemple, être porté peut-être par récit. C'est des choses sur lesquelles nous, on réfléchit aussi pour pouvoir accompagner cette dynamique-là. Mais pour le moment, on n'a pas, Coat n'a pas abouti et nous, on reste en lien sur ça. Et sur l'essoufflement et le risque d'essoufflement, oui, pour moi, il y a un risque d'essoufflement. C'est de plus en plus compliqué les projets, donc du coup, ça prend de plus en plus de temps aux bénévoles. Et donc, effectivement, c'est des sujets qui sont extrêmement d'actualité, de ne pas risquer de perdre cette force bénévole. Voilà. J'ai vu qu'il y avait Armel qui avait levé la main. Non. Et sinon, il y avait une question dans le chat de Enercitif qui dit que depuis 1 an, vous avez un salarié chef de projet qui travaille avec les bénévoles et c'est un plus très important. Oui, en fait, on a de plus en plus, de toute façon, de coopératives qui salarient des gens. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui est important dans le réseau. Et du coup, j'en profite pour rebondir et du coup, moi, poser une question à Serge de Solis. Du coup, votre salarié, vous le financez sur votre chiffre d'affaires? Vous avez des aides pour ça? Comment vous avez été prévu dans le modèle économique sur une grappe de 12 toitures. Et c'est effectivement un projet qui est subventionné par la métropole du Grand Paris. Oui. Mais c'était dans le business plan. On avait prévu 2 ans de salariés. Et ensuite, il faudra poursuivre avec les bénéfices des autres centrales. D'accord. Par contre, ouais, j'ai enfin réussi à allumer mon micro. Donc, j'avais une question sur le salariat, mais bon, ça a été répondu. Mais par contre, je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez commencé à redistribuer les bénéfices aux associés? Super question. C'est vraiment à nouveau les sujets d'actualité. Donc, cette année, en Assemblée générale, on a proposé 2 possibilités. Donc, ça fait 3 ans qu'on a mis en place une prime d'émission et qu'elle augmente régulièrement. Initialement, les actions Coat, c'était 100 €. Et aujourd'hui, c'est 113 €. Donc, il y a 100 € de valeur nominale plus 13 € de prime d'émission. Qui fait que un actionnaire de Coat qui sortirait aujourd'hui, qui avait investi il y a 8 ans à 100 €, du coup, il récupère 113 €. Voilà. Donc, c'est comme ça aujourd'hui qu'on valorise la société. On avait posé la question à nos actionnaires cette année, est-ce qu'on continue à fonctionner plutôt par augmentation de prime d'émission pour apprécier la prise de valeur, ou est-ce que vous voulez qu'on vous distribue des dividendes? Donc, on avait proposé de verser des dividendes cette année, soit de 5,60 €, soit de 2 € par action. Bon, les actionnaires ont préféré rester sur le mécanisme d'augmentation de la prime d'émission pour le moment, ce qui présume pas de ce qu'on fera dans le futur. Mais voilà. Aujourd'hui, donc, pour résumer, aujourd'hui, on est sur une valorisation par appréciation de la valeur des actions.
versement de dividendes peut-être dans un futur proche. Ça répond à votre question, Armel? Tout à fait. Et l'autre question concernait votre participation financière au projet. C'est-à-dire que un projet, un collectif vient vous voir avec un projet, vous participez financièrement, vous financez le projet à 100%, ou est-ce que vous avez un pourcentage minimum ou maximum plutôt de financement, une participation financière? Les communautés viennent avec le projet et ensuite les communautés, donc les montages économiques en général, c'est aujourd'hui on est sur entre 10 et 30% de financement de fonds propres et puis le reste en dette bancaire, voire en compte courant d'associés, voilà. Et du coup sur les fonds propres ou les comptes courants d'associés, ce qu'on demande c'est à la communauté de lever les fonds auprès de ses membres et puis sur le territoire. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que c'est ça votre question? Oui, oui, tout à fait, c'était bien ça. Voilà, et puis c'est donc, comme je disais, on est en train de mettre en place des comptes courants d'associés pour financer nos projets parce que je trouve que c'est un levier qui peut être intéressant aussi pour être un peu plus attractif. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, pour les premiers actionnaires de Coac qui sont rentrés, du coup, il y a eu une prise de valeur de leur investissement, mais qui est pas liquide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, virtuellement, s'ils trouvent quelqu'un pour leur acheter leurs actions Coac, du coup, ils vont gagner de l'argent. Mais concrètement, en fait, il y a une date, ils sont coincés dans Coac jusqu'à 10 ans après leur prise de participation. Donc, personne n'a pu encore vraiment gagner de l'argent avec Coac. Donc, pour résoudre un peu cet enjeu-là, c'est pour ça qu'on propose sur un projet aujourd'hui des comptes courants d'associés long terme, qui est un peu comme de la dette bancaire, mais financée auprès de nos actionnaires, avec des taux d'intérêt qui sont écrits, qui est de l'ordre de 3,5%, je pense, sur le projet. Moi, je me demandais si vous avez déjà eu des questionnements autour du fait de financer une seule structure à l'échelle de toute la région et pas du coup à l'échelle locale, et si du coup ça avait bloqué le financement de certains projets, par exemple, où certaines personnes avaient pu venir vous voir en se disant mais moi j'ai envie de développer les projets autour de chez moi et pas à l'autre bout de la région, et du coup savoir comment est-ce que vous aviez géré ce genre de cas. En fait, c'est un peu... Ouais, vas-y, Aurélien. Parce que du coup, moi, je pense que des fois, Coët, du coup, ne voit pas ces gens-là qui ne viennent pas du Coët. Du coup, ça arrive, effectivement, qu'on ait des gens qui disent, bah non, moi, c'est trop gros, quoi, Coët. Ils n'ont pas envie et qui ont envie de quelque chose de plus local. Très sincèrement, assez rapidement, quand même, ils reviennent au principe de la réalité, puisqu'ils ne vont pas y arriver financièrement. Mais on a de temps en temps des collectifs qui montent des SAS en propre et qui choisissent de ne pas passer par Coat. Ils font ce qu'ils veulent. Enfin, en fait, il n'y a pas d'obligation. Nous, quand nous, chez Récide, du coup, on est sur toute la phase amont, avant que les gens décident de rentrer dans Coat. Quand on rencontre des collectifs intéressés pour faire des choses, on leur présente Coat. Et après, c'est eux qui décident, quoi. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Aurélien, tu voulais peut-être non, je sais pas. En fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que les communautés, en fait, elles font toujours sur leur territoire. Enfin, essentiellement, et le financement, le projet, il est sur un territoire, et les gens qui financent, c'est essentiellement les gens du territoire, quoi. Voilà. J'avais pas la vision de ce que tu as mentionné, effectivement. Merci pour le complément. En fait, ce qui peut des fois bloquer, c'est qu'ils disent. Alors, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir un peu une peur de ne pas avoir la main sur leur projet. Donc, ça, on est capable de les rassurer très rapidement sur ça en leur montrant le fonctionnement des communautés. Et le deuxième, c'est effectivement de dire que ça les embête de ne pas pouvoir flécher l'investissement sur leur projet à eux tout seuls, puisque tout est mutualisé au sein de Coat. Il peut y en avoir que ça dérange de ne pas avoir la main sur ça. Mais ils sont finalement pas très nombreux, hein, parce que si on regarde, nous, la carte des projets solaires, on en a certains qui ne sont pas portés par Coat en Pays de la Loire, mais ce n'est pas la majorité.
Il y avait une autre question d'Étienne qui disait, est-ce qu'il y a un profil de bénévole? Les retraités ont souvent plus de temps que les actifs. Est-ce que vous avez des profils variés? As-tu un ordre de grandeur du temps bénévole investi dans Cowatt? Pas pour un projet de prod, hein. Sur les profils, c'est très variable d'une communauté à l'autre, moi je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélien. Sur les communautés, je suis assez d'accord. Mais après, tu vois, il y a les communautés et puis les gens qui sont investis dans la SAS Cowatt. Et du coup, moi, je peux parler plus sur les gens qui sont investis dans la SAS, où il y a quand même pas mal d'actifs, en fait, hein. Je trouve qu'il n'y a pas tant de retraités que ça dans les gens qui font fonctionner du coup la société, c'est-à-dire les comités de pilotage, comités de direction et puis les différentes équipes, quoi. C'est quand même vraiment plus d'une majorité de gens qui sont actifs, qui probablement ont entre 35, 40, et puis l'âge de la retraite, quoi, évidemment. Voilà, et puis après, c'est quand même pas très. C'est souvent une critique, hein, que c'est souvent en fait aux sociétés citoyennes, c'est que c'est quand même pas forcément en termes de diversité, c'est pas ouf, quoi. Donc en termes de parité, on n'y est pas. En termes de profils sociaux professionnels, on est quand même sur du CSP+, je pense, beaucoup. Voilà, il y a ces réalités aussi là. En termes de jeunes, vraiment jeunes, enfin je veux dire, peut-être en moins de 30 ans, on n'en a pas beaucoup. Je pense à Auréa. Aurèle, est-ce que tu as d'autres gens qui te viennent à l'esprit? Je suis en train de réfléchir, non, à part Auréa, il y avait Roxane, pardon, mais Ça fait très un long active. moment. Ouais. Ouais. Par contre, ce qui est à noter, c'est que dans le CODIR, la parité est beaucoup plus importante et il y a plus de femmes. Mais effectivement, il n'y a pas des jeunes. Après, ça dépend ce qu'on appelle jeune. Mais c'est effectivement dans le copil, on a plus d'actifs, étonnamment. Alors que je pense que si on regardait le profil des gens actifs dans les communautés, on aurait plus de retraités. Donc, en fait, c'est un peu. Après, il y a aussi un effet un peu urbain, d'un noyau dur très actif autour de Nantes, notamment, et dans les Mauges, dans une région, dans un département limitrophe, dans le 49, qui fait que c'est des profils qu'on n'a pas obligatoirement dans d'autres communautés et qui sont très actifs. Et après, pour répondre à la question de l'ordre de grandeur du temps bénévole investi dans Cowatt, particulièrement dans la société, donc moi je peux parler pour moi, ça prend du temps, hein, Cowatt, hein, c'est sûr que là, moi j'estime que j'y passe probablement 3 heures par semaine. Voilà. Et je suis clairement pas le seul à y passer quelques heures au moins par semaine. Tout le monde étant bénévole, bien sûr. Alors, Ouais, je précise, bon, chez nous, enfin chez Enercitif en tout cas, il y a régulièrement des jeunes qui se présentent et malheureusement, ils disparaissent rapidement, quoi. Et les retraités sont plus stables, quoi. En fait, Mais c'est dommage. Ouais, mais des fois, les gens bougent plus quand ils sont plus jeunes, il y a ça aussi, quoi. Et puis les vies évoluent plus, quoi. Nous, on avait des gens qui étaient actifs et par exemple, une fois qu'ils ont eu des enfants petits, ils ont moins de temps. Donc, bon, c'est des. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un turnover particulier lié au fait d'être jeune. En tout cas, il y a un turnover. Moi, je serais assez d'accord avec Serge. Des gens qu'on voit apparaître, on échange un peu, ils sont là un peu, puis on les revoit plus. Bon, oui, mais pas que les jeunes. Enfin, pas que les jeunes. Oui, toute la difficulté, c'est qu'ils trouvent leur place et qu'ils trouvent une mission. Ouais, tout à fait. En fait, on n'a pas que des jeunes. On a eu plusieurs expériences de gens qui voudraient rejoindre certaines instances, le comité de direction par exemple, et puis en fait, qui se heurtent
c'est pas facile de trouver le bon équilibre entre être efficace parce que on veut que ça nous prenne le moins de temps possible, mais aussi être accueillant, inclusif et puis permettre à des gens qui connaissent pas la machine de trouver leur marque, de rentrer progressivement. Et du coup, voilà, ça fait des barrières. Fait, dans des équipes qui sont qui sont très professionnelles en fait, parce que les gens sont là depuis longtemps, c'est difficile de réussir à intégrer, je pense. Question de Gladys, avec les dernières directives sur le solaire, en quoi ça impacte le concept citoyen et de production d'électricité? Ah bah là, on est méga impacté et on essaie de trouver des solutions. La stratégie qu'on a eue, hein, c'était que du coup, on a posé plein de dossiers de raccordement avant que ça soit trop tard. Donc là, aujourd'hui, on est quand même très occupé à essayer de sortir toutes les centrales qu'on a proposées, pour lesquelles on a fait des dossiers. Voilà, quand ça sera fini, qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est pas évident de répondre à cette question. Voilà, moi je sais pas répondre à cette question. C'est plein de gens dans Cowatt qui sont concernés par cette question et qui réfléchissent à ça, mais on n'a pas pour moi, on n'a pas trouvé la solution miracle à ce stade. Moi, pour enchaîner, j'avais une question là-dessus, c'est que là, vous venez de sortir votre premier projet d'autoconsommation collective, c'est ça? Ouais. Et donc, du coup, est-ce que ça, vous imaginez que ça peut être une piste de développement pour Cowatt et comment vous faites pour gérer les particularités de ce genre de type de projet pour les collectifs citoyens, notamment en termes de PMO, etc. Alors, on a vu ça à un moment comme une porte de sortie pour la suite. On a fait une journée sur cette thématique-là et la conclusion a quand même été que on a pris la décision pour le moment, en tout cas, de ne pas inciter nos communautés à aller sur ce modèle-là parce que sur le modèle, on n'est pas certain de savoir vraiment comment faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, en fait, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut trouver des clients et il faut trouver des clients qui soient prêts à s'engager sur la durée parce que sinon on va avoir du mal à trouver le financement bancaire. Ou alors ça veut dire qu'on finance tout sur nos fonds propres, mais du coup c'est compliqué. Si on a des gens si on a des consommateurs qui veulent sortir, il faut en trouver d'autres. Donc sécuriser, se sécuriser sur les 15-20 ans nécessaires pour la viabilité économique, ça nous paraît vraiment difficile. Donc le projet qui a été fait, c'est vraiment un cas un peu particulier sur lequel on est super serein parce que à la fois l'hébergeur, c'est aussi le consommateur, et puis on a eu une subvention de la région pour développer le projet qui fait que, voilà, en termes économiques, ce projet-là, on ne perdra jamais d'argent dessus. Sur répliquer ce modèle-là, c'est pas évident. Et aujourd'hui, la décision qu'on a prise, c'est de ne pas, voilà, comme je viens de le dire, de ne pas inciter nos communautés à aller vers ça, à moins de cas particuliers. Donc c'est plutôt un cas particulier plutôt que la règle. Sur la question de la PMO, aujourd'hui, on est parti avec Enercop qui qui s'occupe de la PMO. C'est bien ça, Aurel, je dis pas de bêtises, hein? Sur la CC de Vucar, il ne me semble pas. Si je ne dis pas de bêtises, c'est TE44. Ah oui, c'est ça, pardon. Donc j'ai une bêtise, c'est une autre structure. Ouais. C'est TE44. Mais pour peut-être pas modérer, mais alimenter les propos d'Aurélien. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les questionnements, ils sont permanents et ils s'adaptent à l'évolution réglementaire. Quand il y a eu le séminaire, il y avait encore d'autres possibilités que de faire de la CC. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de faire autre chose que ça dans nos modèles. Donc, en fait, on va voir ce que ça donne. Et en plus, les communautés ont envie d'y aller pour certaines et sollicitent. Donc, on est un peu à la croisée des chemins, là. Il va y avoir un truc où, de toute façon, l'actualité réglementaire va obliger à réfléchir à un modèle économique et comment trouver ce modèle économique aujourd'hui, sachant que c'est impossible de revendre l'électricité sur le réseau et de trouver une stabilité. Bon.
Vraiment, l'enjeu, et peut-être certains d'entre vous ont une expérience ou des éléments là-dessus, hein, mais nous, ce qui nous semble comme enjeu, c'est comment on fait pour lever de la dette bancaire, en fait, sur un projet en ACC. C'est-à-dire que les banques, elles demandent quand même des garanties, une visibilité sur les revenus, et là, en fait, c'est extrêmement, enfin, c'est plus complexe, quoi. Ouais, pour le coup, par exemple, si on regarde l'exemple des centrales villageoises, eux, ils ont vraiment pris ce tournant-là. Ils sont partis à fond dedans. Donc après, bon, ça sera à Coat de décider ce qu'ils ont envie de faire. Mais effectivement, c'est des nouvelles questions qui nous obligent à revoir les choses, quoi. Il y avait une autre question d'Armel qui demandait comment vit la communauté en dehors de sa participation à Coat. Et ben alors en fait, là pour le coup, dans le réseau, nous, notre objectif, c'est que les communautés souvent se montent en assaut à un moment, parce que c'est plus simple pour elles. Notre objectif, c'est qu'elles adhèrent au réseau Récit et que nous, on puisse continuer à les accompagner, soit à développer des nouveaux projets qui seront portés ou non par Coat, parce que ça peut être d'autres types de projets, soit à devenir actives dans le réseau Récit. Et en plus, les communautés, elles peuvent continuer à être actives pour la SAS Coat. Donc, soit elles continuent à porter des projets et à développer des nouveaux projets, et elles le font ou pas avec Coat en fonction, soit elles prennent de la place dans le fonctionnement de la SAS. Donc, typiquement, dans les équipes, par exemple, exploitation et tout ça, il y a des gens qui ont fait un projet un jour. Leur communauté n'en a pas refait parce qu'ils n'avaient pas d'opportunité ou pas d'envie. Mais par contre, ils continuent à participer au fonctionnement de la SAS. Et sur la question de est-ce qu'on a déjà procédé à la fusion de coopératives avec Coat, non. Moi, j'avais une autre question. C'était là, actuellement, vous êtes 100% sur du photovoltaïque. Est-ce que aussi vous réfléchissez à ouvrir vers d'autres types de production de NR, notamment la chaleur? Aujourd'hui, je pense qu'on est ouvert à tout. Euh, voilà, un peu contraint. Le modèle, il a déjà évolué, hein, comme l'a dit Aurel, par rapport à ce qui avait été envisagé initialement. C'est-à-dire que le modèle initialement de Coat, c'était on va faire plein de petites toitures. On va permettre aux gens de faire plein de petites toitures, typiquement 9 kW. Bon, on s'est quand même rendu compte assez rapidement que les coûts fixes étaient trop importants pour réussir à faire ça. Donc, du coup, on est parti sur des toitures, des puissances un peu intermédiaires. Donc, on a développé un peu tout entre 36 et puis 500 kW, on va dire. Voilà. Bon, aujourd'hui, ça va paraître quand même assez difficile. Peut-être la CC, peut-être pas la CC, peut-être faire autre chose, euh, peut-être pas faire autre chose. On n'a pas. Tout est ouvert. J'ai envie de dire, tout est ouvert. Voilà. Les critères étant, enfin, et c'est des sujets de débat, parce que voilà, parlons pour moi, il faut que ça soit aussi des choses qui aient du sens. C'est-à-dire que ce que j'aimais bien dans Coat initialement, c'était cette idée de développer sur lequel il n'y avait pas d'autres acteurs, dans l'idée d'accélérer la transition énergétique. Bon, si on se retrouve à faire des choses que d'autres structures, même des privés font, mais font mieux, moi, ça m'intéresse moins, quoi. J'aimerais bien qu'on trouve une niche qui soit pertinente et complémentaire. Est-ce que il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, moi j'avais encore une question pour vous. C'était dans la communication, j'ai vu qu'il y avait toute une équipe qui gérait ça au quotidien. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent un peu sous-travaillé par les coopératives. En tout cas, on est là pour parler de technique et un point de communication. Alors que je pense que c'est super important. Et donc du coup, c'est quoi un peu les actions que vous avez mis en place à ce niveau-là?
Et du coup, quand vous parlez de communication, c'est communication en interne auprès de vos associés ou est-ce que c'est plutôt à un point de vue externe, il ne faut pas être cowatt, etc. Enfin, voilà, du coup, quels outils hein, vous avez pu mettre en place? Oh bah oui, vas-y, Aurel, t'es mieux placé que moi, hein. Alors moi, il s'avère que la com, c'est vraiment mon dada, parce que là, on vient de faire tourner un peu les, les fonctions chez nous, mais moi, j'étais chargée de com là, depuis 5 ans chez Récit. En fait, à la création même de Cowatt, la communication a été très bien réfléchie. Attendez, je suis en train d'essayer de vous partager mon écran, mais ça n'apparaît pas comme je veux. Je vais y arriver. Voilà. Je vous partage là mon écran, c'est le site internet de Cowatt. Donc vous voyez que déjà tout a été très bien travaillé sur les images, les couleurs, les logos. Il y a plein de petits icônes et tout ça. Donc sur la communication aujourd'hui, il y a pas mal de communication autour des projets. Donc sur le site de Cowatt, il y a chaque projet avec son état d'avancement. Il y a la possibilité d'aller investir directement ici en passant par CoPub, mais d'avoir l'info là. Donc du coup, il y a beaucoup de communication autour de ça via une newsletter qui est envoyée de manière régulière. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de régularité, mais avec l'équipe com, on se coordonne et en fait, en gros, on remplit un document en mettant plein de choses à dire et puis quand il y en a suffisamment, on en envoie. Je dirais qu'on en envoie 4 par an à peu près. Et donc cette newsletter, elle a pour objectif de valoriser le travail fait par les, par les communautés, de prévenir des entrées en levée de fonds, de dire quand il y a des inaugurations et tout ça. Et ensuite, on met à jour pas mal aussi les actualités, soit des actualités sur des projets. Donc là, vous voyez, on présente les nouvelles communautés. Là, on a parlé de Coat en fait. On fait des focus sur soit des communautés, soit des départements. Je peux vous montrer ça. Là, c'est pour montrer, par exemple, dans le département 49, toutes les communautés qui sont actives, avec une photo d'une réunion de coordination. Voilà, donc ça, c'est beaucoup ça, de bien communiquer, de bien montrer ce qui se passe. Et alors, en plus, on a la chance dans l'équipe com, vous voyez tous ces petits images jolies là, d'avoir une personne qui est graphiste et qui est bénévole dans Coat uniquement pour faire du graphisme. C'est-à-dire qu'elle ne fait partie d'aucune communauté, elle ne monte pas de projet, mais elle fait partie de l'équipe com. On lui écrit, on lui dit oui, bonjour, on aurait besoin d'avoir un visuel sur ci, sur ça, et hop, elle nous le fait. Alors ça, c'est vraiment incroyable, parce que du coup, ça fait un truc avec une cohérence visuelle. Et ensuite, on a aussi pas mal travaillé, nous, sur cette année, là, avec l'équipe com, sur des schémas. Les schémas que vous voyez là tout à l'heure de gouvernance, c'est des schémas qui sont assez récents. Moi, je commence à voir un peu les choses qu'il faudrait remodifier là, quand on les présente. On a aussi travaillé, non, c'est pas de la triche, c'est un très bon recrutement, Gauthier. Euh, on a, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, on a travaillé sur, je peux vous montrer ça aussi, sur des fiches pour donner envie aux gens de rejoindre les différentes équipes. Alors attendez, hop, que je vous ouvre ça. Est-ce que vous voyez un changement sur mon écran? Oui. Voilà, donc du coup, on a fait des fiches missions comme ça, où pour chaque équipe, on a mis quelles étaient les grandes missions, avec à peu près le temps à y consacrer, le fonctionnement, un petit témoignage. On travaille beaucoup en mettant en avant les gens et les personnes. Mais ça, je pense que c'est un truc aussi un peu commun avec Récit. Nous, on fait aussi beaucoup ça dans notre stratégie de communication, mettre en avant les bénévoles. Donc un petit témoignage, et puis pareil, voilà, des photos
Des belles photos prises là, quasiment toutes lors d'événements récits, parce que nous, on paye des photographes, on aime bien, pour avoir des belles photos. Et donc, du coup, voilà, de mettre en avant les membres de l'équipe et puis de faire un petit encart pour dire aux gens de venir rejoindre l'équipe. Donc, on travaille sur ce genre de documents. Et voilà, c'est vrai que l'équipe com, elle est vraiment chouette. Et en plus, on arrive, là, on a mis en place un nouveau fonctionnement cette année où sur les newsletters, on fonctionne un peu par mail, chacun met des trucs et puis il y a une personne qui est en charge de coordonner. Mais par contre, on se fait des temps de travail et on se voit sur des demi-journées entières où on avance et on déroule et on se répartit des grandes missions après. Et du coup, ça donne plus d'efficacité à l'équipe com là, qui est vraiment chouette. Donc on se donne, voilà, on se dit bon bah un tel va faire une interview, un tel va faire une actualité, on se répartit les missions voilà pour répondre à ça. Et Prisel, oui bah je ne sais pas. Faudrait lui demander si elle a du temps pour d'autres collectifs. Et point de com aussi, mais la question vient, mais très pratico-pratique. Comment vous échangez au sein de Cowatt? Je ne parle pas des communautés, ils ont sûrement leur propre échange, mais est-ce que c'est du WhatsApp? Est-ce que c'est du Frama? Est-ce que, enfin, c'est rien, Alors, Discord? là, tu vois, en bas de la fiche gestion, là, je sais pas si tu vois, il y a un petit truc. En fait, chaque équipe a une adresse mail dédiée. Donc, il y a gestion @cowatt, souscription @cowatt, communication @cowatt, ce qui permet aux communautés de savoir à qui elles écrivent. Et après, on gère les listes mail et nous, on reçoit, si quelqu'un nous écrit pour nous dire, ah bah tiens, on a inauguré notre centrale, voici des photos, ça va écrire à l'équipe communication et on reçoit tous le truc. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne dans chaque équipe. Il y a peut-être des équipes qui, en interne, ont un WhatsApp ou un Frama. Je ne sais pas, par exemple, le Codir, est-ce que vous vous envoyez des WhatsApp? Non, on fonctionne principalement avec la liste. En complément de ça, toutes les équipes, je crois, ont un pad. On a toutes Oui. les équipes, le Codir a un Framapad, le Copil a un Framapad, qui est un peu comment dire, le document de référence pour revenir à qu'est-ce qu'on s'était dit sur tel sujet, tout ça, tout, enfin voilà, tout est dans les pads. C'est une source d'information absolument incroyable. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne essentiellement. Non, ça marche, merci. Ouais. Moi, je vais devoir vous laisser. Voilà, je vous laisse avec Aurel. Et puis je vous remercie pour ce temps d'échange. Ah, merci beaucoup pour ta disponibilité, Aurélien. Avec plaisir. À bientôt. Bonne journée, J'espère. salut. Salut. Merci. Moi, j'ai peut-être encore une question. Ah, désolé. Oui. Vas-y. Oui, je me demandais au sein des équipes, enfin, comment étaient élus les membres des équipes? Est-ce que c'est des élections? Est-ce que c'est juste quand il y a des gens qui sont motivés, ils viennent, il n'y a pas de limite? Exactement. Et Ok. en fait, en gros, là, on a fait toutes ces fiches équipes. Là, on en a fait une par équipe. Recruter du monde parce qu'en fait, il manque de monde, surtout dans l'équipe gestion. Parce que là, dans l'équipe gestion, ils sont trois et c'est complètement titanesque le travail qu'ils ont à faire. Donc, du coup, là, il faudrait que je la remette à jour, là, cette fiche, parce que je pense qu'ils ont réussi à recruter du monde. Mais non, personne n'est élu. Les gens disent, ah bah tiens, moi, ça m'intéresse de venir. Par exemple, pour l'équipe souscription, si je ne dis pas de bêtises, il y a une obligation, je peux vous montrer la fiche de l'équipe souscription, il y a une obligation de désigner dans chaque communauté une personne référente pour la souscription parce qu'il faut faire le suivi de la souscription. Là, par exemple, voilà, l'équipe souscription. Voilà, là, il y a ça. En fait, c'est ça la dernière version. Je vous ai montré une version avant qui n'est pas la dernière version. Chaque communauté doit désigner son référent souscription. Donc, en fait, pendant la levée de fonds, il y a une personne référente qui échange avec l'équipe souscription. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'ils ont mis un pied dans l'équipe, les gens, des fois, ils restent. Ou alors, ils vont dans une autre équipe. Parce que du coup, ils ont compris le fonctionnement interne. Parce qu'au début, les communautés, quand elles arrivent, elles ont un peu de mal à comprendre.
le fonctionnement de Coat. Il y en a certaines, elles sont pas toutes comme ça, mais il y en a certaines qui peuvent être un peu consommatrices des outils et qui ont un peu de mal à comprendre le travail qu'il y a à faire derrière. Donc du coup, là, cette équipe souscription, par exemple, on voit qu'elle est pas mal, comment dire, fournie. Il y a du monde et en fait, c'est souvent les gens qui sont arrivés, via leur levée de fonds, puis qui ensuite restent. Alors ensuite, quel est le profil principal des communautés? Pour quelle finalité généralement? Et ben, alors, le profil des communautés, est varié, parce qu'en fait, les communautés, elles existent par plusieurs possibilités. Soit c'est des groupes de citoyens qui faisaient déjà autre chose, par exemple, qui faisaient de l'éolien. Nous, on a beaucoup d'éoliens citoyens, en Pays de la Loire, et qui ont envie de faire du photovoltaïque et qui se disent: «Tiens, bah, on va faire, un projet coax». Heu, Soit, c'est des gens qui faisaient autre chose, par exemple, je sais pas moi, qui avaient une AMAP et qui ont envie de faire un projet photovoltaïque. Soit c'est issu d'une émergence de collectif, donc du coup là plutôt, financé par une collectivité qui finance une prestation d'émergence pour que, nous dans le réseau, on aille faire émerger un collectif. Donc du coup là, pour le coup, c'est des gens qui viennent de d'un peu partout et nous, on va, faire un ciné-débat, faire émerger le collectif et l'accompagner à se structurer et à un moment donné, ils peuvent décider de devenir une communauté pro. Et en termes de finalité, bah, en fait, jusque-là, c'était beaucoup pour de la revente et aujourd'hui, bah, du coup, on cherche quoi. Un peu comme expliquait Aurélien là, c'est encore un peu, en réflexion. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Gladys? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai juste une question de chiffres pour remettre tout ça un peu dans le global de Coat, parce que je ne me souviens plus de ta diapo. Vous êtes à combien de personnes qui sont sociétaires et combien de kilowatts installés? Il y a plus de 1000. Attends, je vais te remettre le truc. Tac, 1098 associés euh, pour 1,9 MW crête. Ouais, là, ça, c'était les chiffres de 2025. Et là, du coup, il y a des gros projets qui sont dans les tuyaux d'ombrière et tout ça. Donc, du coup, ça va continuer à augmenter. Ok, bah merci beaucoup. Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que d'autres personnes dans la salle ont envie de poser des questions? Ok, bah on va Non, peut-être... des questions. super. Et Eh ben, ben, avec plaisir, Étienne. Il faut venir à Redon en juin, là, pour Étienne venir sera présent, découvrir je la crois. région. Ah, Ouais, je serai là mercredi, jeudi matin. eh ben, on aura l'occasion de se voir là-bas alors. Avec plaisir. Et du coup, Gauthier vous transmettra le PowerPoint là en format PDF. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller sur le site de Coat pour fouiller. Le site de Kit Survie, je pense qu'il est en accès sur le site. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Super, merci beaucoup.